Et puis, quelques personnes qui, au fond, m'ont encouragé à intervenir sur les rapports entre Édouard Pignon et Pablo Picasso. Je travaille depuis de longues années sur l'œuvre de Pignon, préparant le catalogue raisonné, organisant, dit-on, avec opiniâtreté, un certain nombre d'expositions en déclinant les travaux sériels d'Édouard Pignon. Mais je n'avais pas, au fond, travaillé sur cet aspect qui est essentiel, j'allais dire pour l'un et pour l'autre, dans leur parcours respectif, en tout cas à partir, on va le voir, des années 50. Je voudrais remercier aussi quelques-uns parmi vous qui m'ont particulièrement encouragé. Je pense à Joséphine Matamoros, mais bien entendu, elle s'est éclipsée quelques instants. Je pense à Emmanuel Guigon, et puis je pense aussi à quelqu'un qui n'est pas parmi nous, mais que vous connaissez, qui est Bruno Godichon, avec des points de vue d'ailleurs, les uns et les autres, un peu différents. Donc cette communication, dont l'intitulé est emprunté aux ouvrages d'Hélène Parmelin sur Picasso, Secret d'alcôve d'un atelier, dont Picasso avait d'ailleurs lui-même choisi le titre lors de la parution aux éditions Cercle d'Art en 1964 du premier des 3 volumes, n'entend dévoiler en définitive aucun secret, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Évoquer, tenter d'éclairer la relation des deux artistes, le peintre français Édouard Pignon, que vous voyez sur la droite, né en 1905, mort en 1993, et Pablo Picasso, de plus de 20 ans son aîné, passe immanquablement par l'histoire de leur première rencontre, bien avant qu'ils ne se lient d'une profonde amitié à partir du début des années 1950. Alors, je ne vais pas faire des digressions, mais je n'ai pas résisté à débuter l'intervention avec cette image qui, selon moi, est inédite, qui est probablement, même avec certitude, une photo de Jacqueline, où l'on voit les deux hommes, et on pourrait bien entendu faire une digression sur la question identitaire, avec les deux hommes, le reflet des deux visages, dans ce miroir grossissant. Et vous savez comme moi tout le discours qui a été tenu autour d'Édouard Pignon et de sa relation à Picasso, que je vais donc tenter d'éclairer en vous racontant cette histoire. Nous sommes en fait en 1936, lors d'une exposition dans le hall de l'Alhambra, à Paris, où va être donné le 14 juillet de Romain Rolland, dont Picasso a fait le rideau de scène. Édouard Pignon, membre de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, association créée en 1932 pour fédérer les acteurs d'une culture ouvrière et populaire engagés dans le combat politique, est chargé de l'accrochage des jeunes peintres et revendique pour eux une bonne place face à Fernand Léger, pour lequel il a une certaine admiration, une véritable admiration, mais Léger qui veut mettre en valeur les toiles des artistes qu'il juge importants, celles notamment de Matisse et de Picasso. C'est justement alors qu'une altercation assez vive éclate entre Léger et Pignon que Picasso, venant d'arriver, intervient dans le débat, prenant d'instinct le parti de ceux qu'on voulait reléguer dans l'ombre. « Moi, dit Picasso, j'aime quand ça craque, quand ça pète de partout, et jamais je ne permettrai qu'on fasse aux jeunes d'aujourd'hui ce qu'on nous a fait quand nous avions leur âge. » Outre le fait, vous l'avez compris, qu'elle soit déterminante pour l'accrochage, il ne fait pas de doute que la prise de position de Picasso impressionne le jeune peintre, qu'Édouard Pignon n'est toujours pas d'ailleurs, car bien qu'il participe depuis le début des années 30 à des salons, il ne vit pas de sa peinture et travaille depuis peu comme metteur en page pour la revue Regard, un magazine illustré créé en 1932 par le Parti communiste français. Et ce premier échange ne laisse pas supposer de la relation d'amitié qui s'instaurera entre les deux hommes une quinzaine d'années plus tard. À partir de 1943, il arrive à Édouard Pignon de rencontrer de temps en temps Picasso à son atelier de la rue des Grands Augustins à Paris ou au restaurant Le Catalan situé pratiquement en face. Mais il faut attendre 1951 pour voir Pignon s'installer avec son épouse l'écrivain Hélène Parmelin à Valoris pour mener ensemble une vie de peintre selon les paroles de Picasso. Depuis 2 ans déjà, Picasso lui proposait de venir s'installer au Fournasse, dans l'ancienne distillerie à parfum où il avait aménagé ses ateliers de peinture et de sculpture, se trouvant trop à l'étroit pour travailler à la Villa la Galloise, où il était installé depuis le 1948.
L'offre réitérée et acceptée, Picasso la regrette aussitôt et attend avec appréhension l'arrivée de ses invités. Il se demande s'il n'a pas mis sa liberté en danger, tout comme Édouard Pignon redoute de perdre la sienne, beaucoup de proches ayant d'ailleurs tenté de le dissuader de répondre à cette invitation. Ils se raconteront par la suite la peur des servitudes imprécises, inexprimables, la peur d'un échec de cette vie commune, tout simplement la peur que ça ne marche pas. Car Pignon et Picasso, l'un et l'autre avec un fond de timidité, craignent que ce rapprochement soit sans écho. Cette invitation correspond en effet à un moment où l'isolement semble peser à Picasso, où il ne vient plus que rarement à Paris, mais peut-être aussi le besoin pour lui de se dépenser lui-même, d'exercer sa propre verve. C'est aussi l'occasion pour Picasso de connaître, j'allais dire, une véritable intimité avec un peintre. D'ailleurs, l'écart d'âge entre Pignon et lui pourrait donner des rapports de maître à disciple, disciple qu'il n'a jamais eu et qu'il n'aura jamais, mais dès le commencement de leur relation, avec une parfaite indépendance de l'un et de l'autre, se noue une amitié où il n'existe entre eux aucune notion d'âge, de gloire, de conditions de la peinture, chacun au fond s'efforçant de nommer à l'autre le sens de sa recherche. Et je vous montre là une image du vernissage de l'exposition personnelle de Pignon le 12 mai 1953 à la Galerie de France, où Picasso avait fait une exception et avait quitté le Midi pour venir à ce vernissage. En réalité, c'est le respect mutuel qui élimine toutes les difficultés entre eux. Pignon puise chez son aîné des libertés nouvelles, des ambitions accrues, tout en sachant échapper à sa domination, alors que Picasso, lui, apprécie sa compagnie, qui, dit-il, est une joie. Il apprécie aussi sa franchise dans leur rapport qui constitue, au fond, les seules lettres de créance aux yeux de Picasso. Des dessins à l'encre de Chine témoignent de cette relation, de l'affection réciproque qu'ils se portent l'un à l'autre. Picasso va faire le portrait de son ami en 1951, sous des traits rajeunis d'ailleurs, lui disant, en montrant le dessin, « Écoute, je ne sais pas si c'est toi, mais il y a une chose de certaine, c'est que c'est bien ta chemise. » Et ce qui témoigne aussi de leur rapport, de l'affection surtout que Picasso porte à Pignon, c'est cette dédicace qu'il porte sur le dessin « Pour mon peintre Pignon, le sien Picasso ». Pignon, lui, fera le portrait de son ami en 1953. Je vous montre là une coupure de presse qui est publiée à l'occasion du 90e anniversaire de Picasso dans la presse italienne. Cette proximité va néanmoins avoir une incidence sur l'œuvre de Pignon, aussi brève soit-elle, sur plusieurs mois échelonnés de 1951 à 1954. La pratique de la céramique chez Édouard Pignon s'inscrit dans le climat du valorisme de cette époque, car c'est bien entendu, vous l'imaginez bien, à l'instigation de Picasso qu'il fait une incursion dans l'univers des arts appliqués et commence à décorer des poteries dans un atelier qui n'est pas celui de Madoura, son propre atelier, et commence donc à décorer des poteries, bien qu'un carnet de voyage de 1949, carnet de voyage en Italie, premier voyage en Italie pour lui, atteste de l'intérêt de Pignon pour les céramiques étrusques. Et il décline en fait ce travail de céramique entouré de maîtres céramistes, et il décline les thématiques de sa peinture. Ici, on voit une poterie avec ces paysages d'Ostende, où il a séjourné quelques mois à partir de 1946. Et Picasso, une nouvelle fois, au moment où Pignon a une exposition à la Maison de la Pensée française en 1954, a le grand plaisir de faire ce dessin très rapidement qui montre Pignon qui charge ses céramiques sur son dos au moment de son départ pour Paris. Au fond, la question à se poser est de savoir pourquoi Picasso a lancé cette invitation à Pignon. Leurs rapports amicaux se sont construits dans les années d'après-guerre, qui ont vu la reconnaissance du jeune Pignon, remarquée dès les années 1930, par des œuvres à contenu social inspirées de l'expérience ouvrière de sa jeunesse, qui inscrivent leur contenu politique dans la tradition vigoureuse mais modernisée des expressionnistes flamands. À partir de 1946, il prend ses distances avec le groupe des jeunes peintres de tradition française,
accentue son évolution vers un réalisme qui exprime les certitudes d'un style, les convictions du réel, où se jouent à la fois les problèmes de la peinture et les rapports de l'homme avec le monde, sa nature concrète, résistante, existante, où la connaissance humaine tient une place essentielle. L'humanisme, plus que le communisme d'ailleurs, voilà sans nul doute un des points de rapprochement des deux hommes. Alors placé sur le devant de la scène artistique de son parti, Pignon s'est allié une conception engagée de son art à sa liberté de création et à une autonomie de pensée qui, dès lors, l'en éloigne et le conduira beaucoup plus tard à le quitter officiellement et publiquement. Aussi le voit-on, esprit libre, vigoureusement s'opposer ou garder ses distances vis-à-vis des pressions exercées par le Parti communiste en faveur d'un réalisme socialiste français. C'est à ce moment-là, au contraire, que sa peinture prend ses élans avec les géométries lumineuses d'Ostende, aussi libérées de toute contrainte de représentation que les meilleures peintures abstraites de sa génération. Il faut rappeler aussi que Pignon figure parmi les jeunes artistes sélectionnés pour le pavillon de la Biennale de Venise, pavillon français de la Biennale de Venise en 1948, puis 2 ans plus tard qu'un film est tourné par Claude Soueff et que le critique d'art italien, Giuseppe Marchiori, publie, on s'en étonne aujourd'hui, Pittura moderna in Europa, da Manet à Pignon. Enfin qu'il reçoit le prix de la Biennale de Sao Paulo et qu'une exposition personnelle lui est consacrée en 1951 à la Leicester Gallery à Londres. Au fond, c'est donc un peintre déjà reconnu qui accepte l'invitation de Picasso, qui voit en lui une personnalité tout d'une pièce, s'opposant vigoureusement à toute incursion d'une volonté autre que la sienne dans sa façon de mener son œuvre. Cela plaît à Picasso, stimule leurs échanges qui tournent autour de la peinture. Même si Pignon est des trois seuls, avec Hélène Parmelin, avec Pierre Dex, auquel Picasso pouvait parler sans précaution des problèmes de l'appartenance, sous-entendu au Parti communiste et au communisme en général, leur conversation était sans cesse centrée sur la peinture. Je ferai un bref aparté sur la relation des deux peintres pour rappeler aussi l'importance de celle des deux couples, de la relation à 4 qui s'instaure, je veux dire celle d'Édouard Pignon, sa femme Hélène Parmelin, Picasso, sa femme Jacqueline, qui se construit autour de la peinture, avec la peinture, mais aussi sur tout ce qui fonde des relations d'amitié, c'est-à-dire les choses de la vie, les choses les plus graves, les choses les plus sérieuses au monde, mais aussi les plus banales, les plus futiles, moins sérieuses, mais sans doute très humaines. Leur relation passe sans cesse par la discussion, les discussions infinies sur la peinture, son histoire et ses maîtres, de Piero de la Francesca à Ingres, d'Uccello à Cézanne et bien entendu Matisse. Elle passe par la discussion à proprement parler, car les deux hommes sont particulièrement prolixes, en toutes circonstances, même à la plage, mais aussi par la pratique picturale. Pierre Dex rappelle qu'avec les femmes d'Alger, et je le cite, cette entreprise, quand elle fut connue, dérouta la critique. On y vit un jeu, une tentative de rivaliser avec Delacroix alors qu'il s'agit d'une discussion. Exactement lorsqu'en 1952, Picasso a pris à son ami Édouard Pignon une maternité et l'a peinte à sa façon. Les vraies discussions, les écrivains les écrivent, Picasso qui est peintre, les peint. Donc Picasso, à la faveur de l'absence de Pignon de son atelier, dessine cette maternité à partir d'une maternité de Pignon. Et les deux hommes se retrouvent devant la maternité de Picasso à une exposition à Arles en 1959. Leur relation, vous l'avez compris, n'excluait pas le jeu, comme en témoigne une œuvre que je vais qualifier d'inédite parce qu'elle l'est, jamais reproduite, peinte à deux mains. Un beau matin, Picasso a fait quelque chose sur la toile et recouvert de 3 morceaux de papier tenus par des punaises, ce qu'il venait de faire. Il demande à Pignon de faire quelque chose autour, ce qu'il veut, ce qui lui passe par la tête. Pignon peint des arbres, des vignes, des collines, comme il est en train de le faire au même moment, puisque c'est une œuvre, une huile d'environ 50 par 60 cm, peinte autour de 1957-1958. Et Pignon y dessine donc ces arbres, ces collines. Picasso, avec
le jeu qu'on lui connaît, enlève les papiers, il a fait des faunes, 3 faunes de Picasso dansant dans un paysage de Pignon, toiles que les 2 peintres disent être celles d'un certain Picagnon. Avec Picasso, on le voit, la peinture est à la fois la chose la plus sérieuse au monde, la plus belle manière de s'amuser, de prendre ses distances et de ne pas se prendre au sérieux. Ce sont des conversations sans fin, tard dans la nuit, au cœur de la nuit, qui enrichissent sans cesse leurs échanges, les échanges des 2 artistes. Pignon en tirera même une série de quelques tableaux en 1953, inspirés du moment où, quittant l'atelier du Fournasse avec Picasso, et lorsque Paloma leur a été confiée pour qu'il la ramène à la maison, Pignon la prend sur ses épaules et un soir, alors qu'elle peine à monter, il l'installe sur ses épaules et Pignon explique « J'éprouvais une sensation étrange, sa respiration se confondait avec la mienne et avec la nuit, la confiance et l'abandon d'un enfant ainsi endormi sont étonnants, j'ai été si frappé par cette espèce de fusion humaine que j'ai commencé dès le lendemain matin mes premiers hommes à l'enfant. » Et il y a comme ça ce dialogue. Alors j'ai sélectionné quelques tableaux de la même période. D'ailleurs, je me suis rendu compte, en sélectionnant les œuvres, qu'il y a dans cet homme à l'enfant un visage où vous reconnaissez Picasso. Et ce dialogue permanent avec les 2 hommes se poursuit. Et bien entendu, vous connaissez tous ce tableau absolument sublime qui est la seconde version d'un portrait d'Hélène Parmelin, dit Portrait de Madame H.P., peint en 1952, alors qu'Hélène Parmelin n'a pas posé, et qui fait d'ailleurs un renvoi avec la communication d'Androula Michael d'hier, puisqu'au moment où probablement Picasso est en train de peindre la toile, il ne cesse de répéter à Pignon, face à la chevelure d'Hélène, alors qu'elle façonne son chignon, « Tu sais, si on était peintre, on ferait son portrait. » Cette amitié se poursuit. Je vous montre là rapidement un portrait d'Édouard Pignon, où là aussi Picasso perce la personnalité de la personne qu'il dessine, où, j'allais dire, on retrouve la franchise qu'on connaît à Pignon, le regard expressif, j'allais dire quasiment la parole directe qui est la sienne. Pignon est celui, ou de ceux très peu nombreux, auxquels Picasso montre ses dernières œuvres, La guerre et la paix en 1952, ses variations autour des Ménimes de Velázquez en 1957, le sachant comme Michel Léris, dénué de toute courtisanerie, n'hésitant pas à commenter l'étoile qu'il a sous les yeux. Pignon dira d'ailleurs, Picasso voulait sans cesse, à propos de son œuvre, que j'aille toujours au fond de ma pensée. Leurs échanges sont toujours très animés. Quand Pignon vient lui rappeler l'échéance du Salon de mai, dont Pignon est membre fondateur, à chaque fois, Pignon sélectionne une œuvre, la réponse de Picasso ne se fait pas attendre. Très bien, puisque tu as choisi, explique-moi maintenant pourquoi tu n'as pas choisi telle ou telle œuvre. C'est peut-être la raison pour laquelle, en mars 1965, alors qu'ils discutent autour des œuvres, ils se mettent à composer ensemble un tableau avec des quantités de toiles de tête qu'ils superposent sur 2 rangées, y passant des heures. Ils essaient de glisser, et y parviennent bien entendu, des nus ou des peintres avec leurs modèles, dans les intervalles, construisant un pulse de hasard dont on ne pourra plus rien changer par la suite et qui sera exposé comme tel au Salon de mai et intitulé « 12 toiles en une toile en 12 », intitulé qui fait d'ailleurs l'objet d'une entrée dans le dictionnaire Picasso de Pierre Dex. Personnellement, et j'y vois le regard de Pignon qui, depuis sa période de stand, en 1946, peint par suite d'œuvres, considérant qu'il n'y a pas d'achèvement mais une continuité, ou plutôt, et je le cite encore, qu'une toile achevée est seulement une toile abandonnée qui se continuera ailleurs. Et il est curieux et étonnant de voir que l'année suivante, lors de sa première rétrospective au Musée national d'art moderne, Pignon reprendra à son compte ce type d'accrochage pour sa dernière série des plongeurs. Je voudrais conclure, au fond, en reprenant un texte de Pierre Dex, publié en octobre 1973, 6 mois après la mort de Picasso. Parce qu'il a connu Picasso depuis 30, sinon 40 ans, qu'il est le peintre vivant qui a le plus discuté avec lui et vu de plus près son travail, Picasso passe pour le disciple de Picasso. C'est vrai et pas vrai, écrit-il. C'est vrai en ce sens qu'il est l'héritier de ce qui est chez Picasso, peinture. Ce n'est pas vrai parce que le mérite de Pignon est qu'ayant si fortement approché Picasso, s'étant nourri de lui, a continué à n'en peindre qu'à sa tête.
à l'exemple de la série des nus qu'il peint en 1973, dont je vous montre plusieurs œuvres, ce principe de production sérielle chez lui, dont Hélène Parmelin fait allusion dans son livre Voyage en Picasso. Lorsqu'elle rend visite à Picasso en février 1973, Picasso est furieux en disant « Tu lui diras, à Pignon, que je suis furieux de ne pas avoir vu les derniers nus, qu'il aurait dû y penser. » En définitive, c'est en cela qu'évoquer la relation Édouard Pignon-Pablo Picasso touche à la question de l'identité, tant l'œuvre du premier a été longtemps associée et identifiée à celui de son aîné. Après un temps d'hésitation, et c'est peut-être pour cela tel un ultime pied de nez à ses détracteurs et un nouveau jeu de peinture avec son ancien complice, que Pignon a accepté la proposition faite par Daniel Giraudy, qui est parmi nous d'ailleurs, à 13 artistes contemporains de faire un hommage à Picasso pour son 10e anniversaire de sa mort. Hommage à Picasso dont il était le meilleur ami, et comme toujours chez Pignon, qui va donner lieu à une production relativement importante de 5 grandes compositions et d'environ 80, je vais repasser rapidement, et d'environ 80 œuvres sur papier. Il intitule cette série « Le rendez-vous d'Antibes, ses personnages et les miens au rendez-vous d'Antibes », avec les 2 personnages dans la barque où l'on reconnaît Pignon et Picasso, et aux 2 femmes jaunes où l'on retrouve les personnages de Picasso et les personnages de Pignon. Produire une peinture contre le courant de la mode, contre celui du passéisme, apparaît comme une sorte de leçon qu'Édouard Pignon, probablement, a pu suppuiser chez Picasso, y gagnant une plus grande liberté, s'affranchissant de toute méthode préétablie, de toute recette répétitive. On se remémore alors l'affirmation de Picasso adressée à Christian Zervos, « Ce n'est pas ce que l'artiste fait qui compte, mais ce qu'il est. » Merci.